Bonjour et bienvenue dans le temps de la transformation, le podcast qui donne de la perspective à la transformation digitale. À chaque épisode, je reçois un ou une invitée qui témoigne en 15 minutes de son contexte et de son expérience. Je suis Xavier Hermann, partenaire transformation digitale du cabinet iDev, et aujourd'hui je reçois Gaël Brunto, avec qui nous allons tenter de définir la notion d'agilité en entreprise et tordre le cou aux interprétations parfois farfelues qui se cachent derrière ce mot valise. Bonjour Gaël, peux-tu s'il te plaît expliquer à nos auditeurs ce que tu fais professionnellement et en quoi l'agilité est au cœur de tes préoccupations? J'accompagne des équipes en transformation qui intègrent d'autres sociétés, qui développent des activités, qui passent à l'échelle des innovations. Donc, je fais du coaching d'équipe et d'organisation. Alors, l'agilité est effectivement toujours au cœur. C'est pas forcément la question principale, mais elle est toujours au cœur de ces projets parce que c'est des projets qui sont en général dans l'IT. Et que l'agilité fait partie des paramètres qui vont aider à réussir les projets. On parlera peut-être plus tard du détail, de pourquoi et de comment ça marche. Moi j'ai plusieurs fois entendu que l'agilité était un truc de techies. Alors de ton expérience, est-ce que ça concerne principalement les équipes techniques ou est-ce que toutes les fonctions de l'entreprise peuvent être agiles? Alors, je pense que ça nous concerne tous, parce que c'est la logique du vivant, en fait. Hein. Tout ce qui est vivant est agile, hein, agile au sens du mouvement. On est un humain est agile dans la mesure où il bouge, même les plantes sont agiles dans la mesure où, ben, comme elles ne bougent pas, elles ont appris à réagir à l'environnement en anticipant, en arrivant à capter des informations sur les changements de météo, etc., pour s'adapter. Donc c'est intéressant parce qu'on voit que moins on peut bouger, plus il faut capter, être agile, ça veut dire capter des informations en anticipation, capter des signaux faibles, et ça, je pense que c'est particulièrement intéressant pour des grandes entreprises. Et puis globalement, l'agilité, alors, c'est un concept qu'on a mis en place en management des organisations dans les années 40, donc c'est plutôt né de ce champ-là que du champ de l'IT. Et quand on regarde même l'histoire des organisations militaires, qui sont assez anciennes, en fait, on a de l'agilité déjà chez les Romains, qui, après avoir perdu beaucoup de batailles avec les Gaulois, se sont mis à s'organiser en petites factions agiles, hein, en petits groupes de 10 qui avaient des ressources, des moyens, une direction, et puis qui faisaient avec le terrain. Donc c'est pas du tout un truc de techies. Par contre, ça a pas mal pris dans le domaine de la tech, parce qu'on avait des modes de projet en cycle en V, ça veut dire on conceptualise, on définit des besoins fonctionnels, on définit des besoins technologiques, on développe et puis on revient quand c'est fini. Souvent, assez tard, les besoins peuvent avoir évolué, ils ont été beaucoup trop exhaustifs, ils ne correspondent pas à la demande et ça fonctionnait vraiment pas. C'est pour ça qu'on a développé de l'agilité, ça veut dire des cycles très courts qui vont permettre de fonctionner par itération avec des rendez-vous réguliers avec le client pour vérifier que ça va bien, que ça correspond bien à ses demandes et surtout proposer des choses beaucoup plus rapidement. Même s'il n'y a pas tout, on a déjà un certain nombre de choses qui permettent de travailler et puis d'avancer. Donc ça prend pas mal là, mais globalement, on a beaucoup de grosses organisations qui ont mis en place de l'agilité sur toutes les fonctions. Et d'ailleurs, c'est un peu nécessaire parce que si on fonctionne en mode agile dans l'IT, mais que le marketing ne fonctionne pas en mode agile, ça ne va pas marcher. Parce qu'il faut bien que le client soit disponible pour avoir des interactions. Donc justement, alors très souvent le terme d'agilité en tant que tel, en fait on le circonscrit dans un cadre méthodologique en gestion de projet. On a par exemple ces méthodes connues, Scrum, Safe, XP, etc. Mais quand on a préparé cet épisode, tu évoquais la notion d'agilité globale, qui est à la fois méthodologique, personnelle, relationnelle et décisionnelle. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur chacune de ces facettes et sur leur interdépendance éventuelle? Oui, avec plaisir. En fait, c'est rigolo, c'est presque un paradoxe de parler de méthode agile, puisque quand on reprend les valeurs du manifeste agile, c'était d'avoir des interactions et d'utiliser les interactions entre les individus de manière préférentielle au processus et les outils, ce qui veut pas dire qu'on n'en a pas, mais ça doit passer avant, en fait, ça doit être plus important. Et donc, on a effectivement créé des méthodes agiles qui ont tout leur intérêt parce que ça structure, ça cadre les projets, ça permet de ne pas oublier des choses qui sont intéressantes. Enfin, ouais, comme tout processus et toute méthode qu'on met en place. Évidemment, c'est pertinent. Sauf que, en général, moi, on me fait venir, alors, je ne suis pas une spécialiste de la méthode, hein, mais quand j'interviens dans des projets, c'est bien parce que des clients ont vu que la méthode ne suffisait pas et qu'on avait beau avoir mis en place du Scrum, du Safe. Si l'agilité multiplie les interactions,
Si on ne sait pas gérer ces interactions qui se multiplient, si on ne sait pas discuter, dialoguer, arriver à trouver des solutions avec des personnes qui ne sont pas de notre métier, soit qui ont une autre expertise technique, soit qui sont dans des métiers qui sont complètement hors IT et qui ne connaissent rien à l'IT ou pas grand-chose, c'est hyper compliqué. Comment est-ce qu'on arrive à avoir cette forme d'agilité dans les relations pour arriver à co-construire, trouver des solutions et les mettre en œuvre ensemble alors qu'on n'a pas la même langue, pas le même langage? C'est un petit peu comme dans le management interculturel globalement. En fait, ça veut dire qu'il faut se connaître soi pour arriver à gagner en souplesse, là où finalement on aurait peut-être été un peu rigide, un peu sur des préjugés, un peu sur des manières de faire confortables qu'on voudrait garder. Ça, c'est l'agilité personnelle, ça demande vraiment de se connaître, connaître ses limites, connaître nos façons de faire, pouvoir les exprimer aux autres, pouvoir aussi comprendre du coup en miroir celles des autres pour arriver à adapter la communication. Ça demande de l'agilité relationnelle, qui est la capacité à, en connaissant l'autre, à arriver à développer des relations qui sont constructives et fructueuses. Et on sait bien en entreprise et dans la vie en général comme c'est compliqué, comme c'est pas du tout inné, même si on est des êtres de relation. Et puis ça demande de l'agilité dans la décision parce que, on en parlait aussi tout à l'heure, l'agilité, c'est pas juste partir dans tous les sens, aller au plus vite, accélérer, être dans une logique de fuite en avant. Enfin, quand c'est comme ça marche pas en fait. Les gens juste s'épuisent, hein. Et donc, c'est hyper important de savoir prendre les bonnes décisions avec les bonnes personnes et puis de les mettre en œuvre. Donc, ça veut dire qu'il faut l'agilité décisionnelle, ça veut dire qu'on peut co-construire des solutions, mais on décide, il y a des points de décision et des décisions qu'on va maintenir. On va aussi pouvoir décider, une tentative, on fait un POC, on s'aperçoit que ça marche, on regarde comment est-ce qu'on continue et là on prend une décision. On s'aperçoit que ça ne marche pas, on décide très vite d'arrêter pour ne pas aller droit dans le mur. Donc cette capacité à prendre des décisions, elle est absolument essentielle. Et comme tu me disais tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de personnes qui prennent l'agilité en disant comme ça, je vais éviter d'avoir à décider, je vais pouvoir me laisser guider par le vent comme une feuille morte en automne, mais ça ne marche pas en fait, c'est juste pas possible. Donc globalement, effectivement, quand on prend toutes ces dimensions, ça crée une forme, en fait, le fait d'avoir à la fois des méthodes, des structures, du cadrage, et puis de se connaître, d'avoir de l'agilité dans les relations et dans la décision, ça permet effectivement de faire réussir des projets et d'avoir une forme qu'on peut appeler agilité globale, qui permet d'être proactif, en fait, qui permet d'anticiper, parce que, en fait, sinon, on est juste dans la réaction. Mais dans la réaction, on est toujours en retard, on est comme le petit lapin dans Alice au pays des merveilles. Ouais. Bon, après, l'agilité, c'est un peu ça, c'est la capacité, c'est se donner aussi la capacité à pouvoir réagir face à des facteurs exogènes qui changent. Oui, absolument. Mais c'est important d'avoir les deux, en fait. Si on peut déjà anticiper en prenant en compte les signaux faibles, on va déjà les voir venir un petit peu plus en amont et puis du coup, on va pouvoir agir au lieu de réagir. Du coup, on va être plus puissant, on va être plus impactant, on va réussir à faire le lien entre ce qu'on peut faire et ce que propose l'environnement, en fait. C'est là qu'on va avoir de la puissance. Je crois qu'il y a une dimension qu'on oublie souvent dans les organisations, c'est que il y a effectivement le concept, la stratégie, le modèle, le plan d'action qui peut être raccourci, qui peut être revu régulièrement. Mais il y a aussi avoir conscience de c'est quoi il y a mon environnement externe, mais c'est quoi mon environnement à l'intérieur? C'est quoi mes ressources? Où sont les forces des personnes qui sont là? Il y a peut-être des choses que j'ai pas perçues, il y a peut-être des gens qui ont un talent que j'ai pas vu, il y a peut-être des forces vives que je pourrais utiliser. Et je crois qu'il y a beaucoup de performances qui se créent dans cette rencontre entre l'intérieur et l'extérieur. Et ça demande d'être un peu proactif parce que si on fait que réagir à l'environnement, on fait tous pareil et on n'utilise pas en fait son ADN, sa culture, toute sa force intérieure. Je pense qu'il y a une différence forte qui se fait à cet endroit-là. Effectivement, c'est-à-dire que bien au-delà de l'aspect purement méthodologique, on pourrait dire que l'agilité, c'est d'une certaine manière une posture collective au sein de l'entreprise, plus qu'une simple somme d'individualité qui va favoriser la prise de décision éclairée, mais également adaptée aux différentes échéances, parce qu'il faut pouvoir gérer l'entreprise à la fois le court et le long terme. Mais du coup, est-ce que cette intelligence collective ne se confronte pas justement à des schémas individuels qui peuvent être bloquants ou contre-productifs? Et le cas échéant, est-ce que tu aurais des exemples qui pourraient illustrer mon propos? Oui, en fait, alors c'est vraiment intéressant ce que tu dis sur la rencontre du court terme et du long terme. Parfois, dans l'agilité, c'est ce qu'on aurait envie d'oublier. Comme on est dans un environnement incertain, complexe, chaotique, même aujourd'hui,
On se dit, ouais, le long terme, j'en sais rien, donc je m'agite dans le court terme, j'essaye de faire des trucs, de m'adapter à ce qui fonctionne. C'est effectivement pas mal, hein, quand on est dans le brouillard total, le court terme, c'est pas idiot, mais c'est quand même ce qui va nous faire tenir. On est des êtres de sens, des êtres d'histoire. Ce qui va nous faire tenir à long terme, ça va être justement d'avoir une vision long terme. Donc concilier le long terme et le court terme, c'est important. Ça va être du coup ta capacité à avoir de la vision, même si on est dans l'agilité court terme, mais c'est au service d'un projet. Et ça m'amène à dire que je crois qu'effectivement, ce qui est important dans les organisations, qu'elles soient agiles ou pas, enfin qu'elles se disent agiles ou pas aujourd'hui, c'est d'avoir un projet collectif et de se mettre au service de projets collectifs qui fait du sens pour tous. Et en fait, je crois que dans l'histoire des Occidentaux assez récente, hein, on a oublié à quel point la réussite n'était jamais individuelle, elle était collective. On n'a pas, même quand on regarde, si on écoute Pierre-Michel Menger sur les talents, qui est un sociologue qui a fait des choses hyper intéressantes sur ce sujet, en fait, il explique que même les meilleurs champions du monde, les meilleurs musiciens du monde, en fait, dans des milieux hyper compétitifs, ils réussissent grâce au collectif. Il n'y a pas de réussite individuelle, ça n'existe pas. On retient des noms de héros, mais c'est une erreur. Il n'y a pas de réussite individuelle. Et je crois que quand les gens comprennent ça, mais il y a effectivement un changement de mindset. Ils arrêtent de chercher le pouvoir, l'argent juste pour eux. Et puis, ils s'aperçoivent que se mettre au service d'un projet collectif, aider les autres, ça apporte un bonheur. Enfin, d'ailleurs, on est conçu pour ça. On pourrait en parler aussi de ça. Et du coup, ça apporte à la fois de la réussite et du bonheur aux gens, bien plus que du pouvoir ou de l'argent. Parce qu'on est des êtres de lien et parce qu'on fonctionne. Enfin, c'est le fondement de l'humanité, en fait. Et c'est c'est le fondement de l'humanité qui est une culture qui est en fait une civilisation de la solidarité et de l'entraide. Donc, quand les gens ont compris ça, effectivement, on dépasse beaucoup de choses. On dépasse plein de petits frottements personnels. Et tant qu'on n'a pas compris ça, on peut effectivement rester dans la posture très rigide, très personnelle. Et bon, ça demande un petit peu de temps, mais la plupart des gens finissent par comprendre ça parce qu'on a ça dans notre nature au fond. Mais ça demande à être réveillé. Si je comprends bien, euh, apporter de l'agilité dans les organisations, c'est remettre de l'humain au centre de l'organisation alors. Bah, quelque part, oui, parce que on a, en fait, l'agilité multiplie les interactions. En fait, la valeur se crée par les liens. En fait, on essaye de regarder les choses un petit peu en hauteur. La valeur se crée par les liens. Pourquoi est-ce qu'on arrive? Ce qu'on dit en général, c'est que l'agilité, c'est la capacité à se mettre en mouvement, à s'adapter. D'ailleurs, c'est pas forcément innover, hein, parce que parfois la bonne réponse est d'utiliser une vieille recette de manière coordonnée pour apporter aux clients les meilleures solutions, les meilleurs niveaux de service, etc. Pourquoi est-ce qu'on arrive à lui apporter ce niveau de service? Parce qu'on est en lien avec lui, parce qu'on a réussi à créer une relation de qualité. Sinon, il ne nous dira même pas de quoi il a besoin. On n'arrivera pas à co-construire ce dont il a besoin. Et qu'est-ce qui fait qu'on va arriver à fédérer des équipes, à créer des projets qui vont super bien marcher et apporter une valeur qui allait au-delà des espérances? Parce qu'on les aura pris en compte en tant qu'humains, qu'on leur a pas juste dit, toi, tu appliques le process machin 444-12, tu fais le ticket change et puis tu te tais. Parce que là, dans ce cas-là, on n'a pas de création de valeur, en fait, hein, on peut mettre des robots à la place. Donc effectivement, je pense que oui, quelque part, ça remet l'humain au cœur des organisations. Et peut-être que l'IT, on avait tellement besoin que c'est pour ça que ça prend le plus. Et que les gens qui ont vécu ça, en fait, ils restent parce qu'ils veulent plus revenir en arrière et être dans le process qui les structure et qui les désincarne et qui les taylorise, en fait, ou qui les prolétarise d'une certaine manière. Ah, je comprends. Écoute, merci beaucoup Gaël pour cet échange. Mais pour conclure, j'aurais juste une petite dernière question. Qu'est-ce que tu dirais à un manager qui prend l'agilité comme prétexte pour changer régulièrement d'avis ou de priorité vis-à-vis de ses équipes? Ah, ça, c'est intéressant parce que, en fait, la plupart des gens sont intelligents dans les organisations, enfin, sont intelligents globalement, et on s'aperçoit qu'on a beau changer les cases, réorganiser, mettre les gens dans d'autres cases, en fait, finalement, ils vont faire ce qui va fonctionner. Je me souviens quelqu'un qui m'expliquait un jour, vous savez, si on applique le processus, il n'y a pas un seul train qui roule. Et en fait, les trains roulent quand même, il n'y a pas tant d'erreurs, il n'y a pas tant d'échecs que ça. Et en fait, dans beaucoup de cas, on réorganise et puis en fait, les gens vont faire comme ils faisaient avant ou faire d'une manière qui va fonctionner, quelle que soit l'organisation. Donc l'organisation, en termes de structure, de cases, de boîtes, elle va faciliter ou elle va contrarier, mais en tout cas, comme les gens sont intelligents, ils vont faire au mieux. Et ce qu'on voit dans les organisations qu'on réorganise sans arrêt, c'est que tout le monde s'en fout, quoi.
Les gens savent même plus à qui ils sont rattachés hiérarchiquement, mais ils essayent de donner du sens à ce qu'ils font, avec la compréhension qu'ils en ont, et puis ils essayent de faire tourner l'entreprise à leur manière. Du coup, ça crée beaucoup de dislocations, de pertes en ligne, parce que c'est très dissipé, en fait, hein. Chacun va aller un peu dans son sens, et donc je pense que c'est plutôt dangereux, mais effectivement, c'est ce qu'on voit beaucoup, parce qu'on a l'impression que réorganiser, ça va permettre de tout changer, sauf que c'est pas là que ça se passe. En tout cas, c'est pas que là que ça se passe. Merci beaucoup, Gaëlle. Merci Xavier.